Ce support de formation a pour but de proposer une réflexion sur comment structurer son imaginaire dans le cadre du laboratoire des imaginaires. Il s'appuie sur le support complet de formation au développement du sens de l'orientation en haute montagne. Nous en verrons d'une manière détaillée qu'une petite partie. Ce support a été élaboré à partir de ma expérience d'alpiniste et de ski alpinisme en haute montagne. Je vais proposer quelques repères, à la différence de la formation à la cartographie, qui consiste à connaître comment on lit une carte IGN ou une carte sur, sur le net avec, par exemple, une carte de Google Maps. Nous avons en alpinisme le besoin de développer un sens de l'orientation qui procède de l'élaboration d'une carte mentale géographique dans le terrain où on se déplace. L'alpiniste s'aventure hors sentier, en neige ou en escalade. Quelques petits points. En 1967, je suis parti faire un camp d'alpinisme en Corse, au col de Bavela. Nous ne disposions pas de carte. Nous avons appris à grimper la nuit et là, nous avons pu, dans ce cadre, réaliser avec un ami une escalade en solo, chacun suivant l'autre, moi ne connaissant pas la voie, mais lui la connaissant, et à la montée comme à la descente, niveau relativement facile. La question de l'orientation, du sens de l'orientation en micro-territoires, qui sont la succession des pas d'escalade, sont liées à ce que l'imaginaire peut entendre et créer à partir de la voix du compagnon. Grimper de nuit, skier dans le brouillard, ce sont des actions dans lesquelles on doit se préparer. Grimper sur une falaise où la carte mentale se construit par le regard des touchés des doigts et des pieds est aussi un exemple où, dans le micro-déplacement, la carte du territoire se construit dans le mental. La pratique entre progressivement dans le temps. Aujourd'hui, le GPS en est la dernière possibilité où l'on délocalise complètement la carte à la machine. Ce n'est pas sans inconvénient et sans prise de risque, comme certains drames alpins nous l'ont montré. Ce qui est très utile en montagne, dans une ville nouvelle, ou encore pour cartographier son imaginaire, c'est de pouvoir trouver comment mémoriser un espace. Notre imaginaire a été formaté par le récit, que ce soit les romans, la dissertation, la philosophie, les démonstrations mathématiques, et même en géométrie, le récit des démonstrations des propriétés d'un volume ou d'une surface se fait à travers le récit, la déduction. Le moyen ici proposé est d'ajouter à cette représentation en récit une représentation en pensée, paysage, c'est-à-dire de développer la capacité à penser par cartographie, par schéma, pour évaluer et élaborer une vision globale
C'est en corrélation du récit, c'est une autre approche. Cette approche multipolaire développe par maturation la pertinence des intuitions. Ce que un cerveau conscient qui réfléchit ne peut pas se permettre de prendre en charge autant d'informations simultanément. Le récit induit une perspective très en silo, et quand on traite d'un problème, on ne traite pas d'un autre. Donc, la capacité à s'orienter consiste à créer une cartographie, géographie ou imaginaire de la capacité à prendre l'ensemble, le complexe, le paysage qui nous est donné à parcourir ou à intégrer. Alors, cette formation aborde plusieurs points. Comment développer ce sens de l'orientation, comment choisir son itinéraire de montée ou de descente à ski pour assurer la sécurité, pour profiter des meilleures conditions de neige, et quelles sont les différentes façons d'utiliser le matériel d'orientation et leurs limites, carte, boussole, altimètre, GPS. Que faire si le brouillard arrive? Il est évident que nous n'allons pas parcourir tout ceci. Nous allons nous arrêter au premier point de manière précise. Comment acquérir cette capacité à penser la carte dans son mental? La première réflexion qui peut se passer, ou la première question, c'est comment déjà aujourd'hui vous représentez mentalement un itinéraire, un massif, un paysage. Et nous verrons dans un deuxième temps comment construire cette représentation. Scolairement, nous avons appris, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais à dessiner la France avec une pièce plastique qui représentait tous les contours, et nous avions à mémoriser la position des différents fleuves. Si aujourd'hui vous deviez représenter une partie assez importante du territoire dans lequel vous habitez, c'est-à-dire intégrant plusieurs rivières et plusieurs montagnes, comment procéderiez-vous? Vous pouvez faire un essai. Et puis nous allons passer au point suivant. La première chose, c'est comment représentons-nous une montagne? Comment modélisons-nous une pente? Première représentation que l'on peut imaginer, c'est par exemple celle de la pyramide, avec l'ouest, l'est, le nord et le sud, les quatre faces exposées de cette pyramide. Et si nous voulons aller à l'est, nous allons aller de l'est vers l'ouest pour gravir la face qui est en blanc. Compliquons un petit peu cette représentation, supposons qu'il y ait un tronc de pyramide, ensuite une deuxième partie de pyramide avec des inclinaisons différentes. Nous allons imaginer, par exemple, que nous allons progresser dans le sud avec une montée raide, puis une partie plus douce, et en fait, enfin, pour aller au sommet, à une partie encore très raide. Compliquons encore un petit peu. Au lieu d'avoir une pyramide, nous avons des vallées. Et quand nous représentons la montagne avec des vallées, eh bien, quand on va aller de l'est vers l'ouest, si on est au fond de vallée, on suit l'est pour aller vers l'ouest. Et si on est à flanc de vallée, soit on sera dans le sud-est, soit on sera dans le nord-est. Et si par contre nous partons de l'ouest pour aller vers l'est, eh bien, nous progresserons à flanc, soit dans le nord-ouest, soit dans le sud-ouest. Cette représentation plus affinée nous permettra de mieux interpréter
dans un itinéraire de ski de montagne en fonction des risques d'avalanche, où est-ce que nous devons progresser et quelle vallée choisir et quel flanc de montagne utiliser pour progresser. Là, nous avons une carte à très grande échelle, 200 millionième, où ce petit U en noir représente un massif alpin, un massif que je connais bien, qui est le massif de l'Oisan, le massif des Écrins. C'est un zoom qui permet de voir cette structure-là. Et la structure qui est dessinée, ce sont les arêtes principales de ce massif. Quand on regarde sur une carte à une échelle réduite de 100 millième, nous pouvons repérer que ce U est en fait formé de 5 points qui sont des sommets caractéristiques. On a au nord l'Orato, la Meige, au centre les Écrins, au sud les Bancs et au sud-ouest le pic de l'Olan. Alors dans cette carte, on voit très bien que ce grand U est en fait découpé à l'intérieur par plusieurs vallées qui vont nous permettre de définir de manière de plus en plus approfondie le relief. Comment construire cette carte que nous voyons sous les yeux mentalement? Eh bien, ce U que l'on voit ici, en noir épais, représente donc la structure principale qui va permettre de mémoriser cette carte. Et les traits secondaires vont représenter les vallées, les arêtes secondaires, le cercle, le demi-cercle qui est au nord représente le massif du Soreiller, le demi-cercle qui est au sud représente le massif du vallon, du vallon de la Lavée, et ainsi de suite, on va pouvoir construire pas à pas l'ensemble de la carte. La cartographie mentale va pouvoir, disons, positionner des sommets secondaires, intermédiaires. Là, on a une autre carte, c'est celle du massif de Beldon, qui est beaucoup plus simple. C'est une baïonnette avec une petite arête qui prolonge la ligne de crête sud. Ici, c'est le massif de Chamonix. Et on va avoir au sud bien tout le massif du Brévent. Et au nord, eh bien, on va avoir le Mont Blanc qui est à droite, avec toute la ligne des aiguilles de Chamonix, plus les Monts Blancs du Tacul, le Mont Maudit, qui vont permettre de construire pas à pas cette carte. À l'extrême gauche, il y a le glacier du Tour avec l'aiguille du Tour, le Chardonnay, l'aiguille d'Argentière, etc. Là, nous allons sur un autre massif qui est la Chartreuse. La Chartreuse, c'est plus compliqué à représenter. Nous avons des lignes en rouge qui sont des lignes de crête et en bleu, les rivières. Nous avons deux rivières qui, avec leurs affluents, permettent de structurer les différentes montagnes, différentes lignes calcaires. La ligne du nord, qui est en fait, en réalité, une ligne nord-est, que j'ai un peu déplacée, c'est une ligne de crête qui donne sur la vallée de Grenoble. La ligne en 3 points rouges qui est au sud est celle qui limite l'ouest de la Chartreuse, et les crêtes intermédiaires eh bien, vont permettre de structurer ce paysage. Le Vercors, c'est le plus difficile. Nous avons des plateaux successifs qui ont des lignes de crête qui sont à des altitudes différentes.
Nous avons besoin de la rivière, nous avons besoin des lignes de crête, un grand carré, finalement, et nous avons aussi besoin d'une coupe transversale pour montrer les différents niveaux d'altitude de plateau. À droite, la ligne bleue, c'est la Drôme qui s'écoule avec ses différents affluents. Alors maintenant, eh bien, nous allons faire cet exercice qui consiste à représenter le pays des Alpes, des Préalpes de Grasse, c'est-à-dire le pays où nous habitons, mais en intégrant un certain nombre de rivières, de lignes de crête. Et la première représentation va être de trouver les invariants qui vont nous permettre de construire les premières lignes, les premiers repères de cette carte. Donc, il va falloir identifier les structures mentales, positionnement de ces référents, et ensuite préciser les détails. Alors, pour moi, quand même récemment arrivé depuis 3 ans dans ce pays, j'ai dû construire cette carte dans ma tête, avec descendant du nord le Var, qui tourne brusquement quand il va passer près de la vallée de Puget-Théniers, de Entrevaux, et puis plus loin va descendre de nouveau avec un grand virage à angle droit vers la mer, près de Nice. Le Verdon, qui est dans une vallée parallèle à celle du Var, à sa source, va bifurquer vers la gauche, au niveau où le Var fait sa première grande coupure, son grand virage. Et puis on a deux rivières de moindre ampleur qui sont le Loup et qui sont la Cagne, qui chacune ont un angle droit pour aussi rejoindre verticalement, c'est-à-dire du nord au sud, la mer. Dans la représentation mentale d'une carte, il est intéressant de se faciliter la vie et donc de ne pas être de manière allocentrée entre la position de la carte et la position du terrain tel que l'on parcourt. Donc, on essaie autant que possible d'avoir une position égocentrée. Nous sommes dans la carte avec le sud en bas et le nord en haut. Et quand nous allons progresser, cette carte sera toujours comme ça dans notre imaginaire. Donc, j'ai mis au milieu une rivière qui n'est pas dessinée, qui est l'Estéron. Cette rivière est très difficile à dessiner. Donc, nous allons, avant d'aborder la question de l'Estéron, peut-être imaginer un certain nombre de lignes de crête. Et ensuite, nous allons pouvoir dessiner l'Estéron. Alors, la ligne de crête qui est au sud, eh bien, il va y avoir tout ce qui est l'Odiberg, qui est ce qui est au-dessus de Gourdon, et au milieu, en ligne quasi continue, ben, c'est la crête qui domine les sommets de Coursegoule, du Chéron. Une autre crête qui est celle où on va avoir le col de Benne, qui va permettre de rejoindre le, qui va cadrer l'Estéron. Et on voit qu'il y a la clue de Saint-Auban, il y a une autre petite clue, et puis ensuite, donc, qui est la clue d'Aiglon, et ensuite, l'Estéron rejoint le Var. Il y a encore des imperfections. Il manque des lignes de crête secondaire, qui est la crête où il y a justement le col qui permet de descendre sur, sur la vallée de Saint-Auban.
soit par le col, soit en passant par le col de Blaine, soit en passant par le plein est. Il y a aussi toute la zone qui représente le ballon suspendu de Bréolière-les-Neiges. Donc, pas à pas, cette cartographie peut s'affiner et on apprend ainsi à mémoriser cet espace. Alors, comment s'orienter? Eh bien, l'entraînement à la progression sans instrument permet d'acquérir la capacité d'intégration du cheminement et de réguler les corrections. On verra tout à l'heure comment on peut s'égarer. Les instruments servent à contrôler la boussole, l'altimètre, la carte et le topo. Le GPS va plus loin puisque finalement il suffit de dire et d'aller là où il nous dit d'aller. Mais les instruments, quand ils servent de contrôle, ne s'opposent pas à ce que celui qui est devant fonctionne en progression avec sa carte mentale. En cas de progression difficile, nuit, brouillard aux instruments, la vigilance et l'écoute des signaux faibles provenant du terrain est accrue, à condition qu'on ne soit pas pollué par les instruments de mesure. Donc, il faut qu'une personne qui seconde s'occupe du contrôle, alors que celui qui est devant, qui trouve le chemin, va fonctionner seul et sans instrument. Je vais sauter sur cette figure. Voilà, voilà partie sur un sentier en neige. Il y a des traces, mais souvent les traces vont à des endroits qui ne sont pas le nôtre. Donc, il faut toujours se méfier des traces. Et là, nous devons aller à un sommet et atteint en parcourant une très longue forêt dans laquelle on a très peu de points de repère. Et si l'on a mémorisé cette carte et le chemin que l'on doit parcourir, qui n'est pas forcément tracé sur la carte, c'est en neige, eh bien, on va pouvoir progresser en fonction de ce que l'on sent, en fonction de ce que l'on repère. Le second, avec sa carte, sa boussole, va permettre de vérifier qu'on est en gros dans la bonne direction. Voilà, alors, le premier trait que je représente en noir léger, c'est le chemin qui a été volontairement construit avant de partir et que l'on peut donc mémoriser. Le deuxième chemin, ce sont les stagiaires qui ont progressé avec les instruments et à chaque fois qu'il y a une mesure, il y a des corrections qui ont été faites de manière beaucoup trop importante. Il faut se rappeler qu'il n'y a que de la forêt, il n'y a pas de chemin tracé. Et chaque arbre est un obstacle à progresser, donc il va falloir passer d'un arbre à l'autre. Et on n'est pas toujours avec la carte sous les yeux, puisqu'il faut tenir les deux bâtons, progresser, tenir ses skis en équilibre, etc. Donc la progression a été, je dirais, quelque peu hasardeuse et très éloignée d'une progression qui peut se faire à l'intuition à partir de sa carte mentale. Voilà une progression en bleu qui est assez proche du chemin théorique qui avait été prévu avant en préparation de la course. Si les commentaires, vous pourrez les aller plus loin si vous le souhaitez. Voilà des représentations du terrain. Et c'est dans ces espaces-là que l'on progresse. Et évidemment, la carte n'est pas toujours devant les yeux. Donc, ce sens
qu'on peut avoir construit dans son imaginaire, ce sens qui nous éclaire est essentiel pour garder un cap, progresser, garder la mémoire du chemin parcouru. Et c'est évidemment une ressource très importante en cas de brouillard. Des guides de haute montagne qui aujourd'hui utilisent le GPS perdent cette capacité à mémoriser l'itinéraire suivi. Il est arrivé il y a quelques années un accident dramatique où un guide, ayant son GPS qui tombe en panne, s'est perdu au sommet du Pic d'Arola ensuite, et après de grandes hésitations, a conduit une dizaine de personnes à faire un bivouac et dont très peu ont survécu. Je ne vais pas aller plus loin dans le détail, effectivement, des techniques, de stratégies pour s'orienter en manque de visibilité. Ce n'est pas l'objet de cette présentation. Mais ça vous donne un peu une idée de l'incertitude, des capacités à voir où on doit progresser, avec des obstacles réguliers, des congères, des trous, des arbres, des virages à faire parce que la pente est raide. Garder à l'esprit que l'on doit aller dans une certaine direction est indispensable. Pour revenir à ce même itinéraire, eh bien, nous avons plusieurs stratégies possibles. Et ces stratégies possibles, eh bien, on les choisit avant de faire la course. Et celles qui paraissent les plus faciles, soit cheminer comme en rouge sur un terrain plutôt vallonné, au plat, et ensuite attaquer au bout d'un certain temps la montée. Il va falloir évaluer le temps parcouru à plat, soit en bleu, avec beaucoup de changements de direction. Et là, nous aurons besoin beaucoup de boussoles. Et le chemin qui est en noir, qui est pour moi le chemin le plus facile, est celui de prendre une isocline qui va progressivement nous amener, avec quelques temps de moments de contrôle par un second, sur ce chemin idéal. Définir sa trace de neige en descente et en neige de printemps implique d'intégrer dans le paysage toutes les zones qui vont être ensoleillées. Il va falloir, pendant les 5 heures de montée pour aller à la brèche de la neige, mémoriser à quelle heure le soleil éclaire telle pente et quelle altitude. Et donc, il va falloir créer dans cette carte-là une représentation. Voilà le paysage dans lequel on va cheminer. La brèche se situe presque au centre, à gauche de la neige, et il va falloir progresser avec, on voit des ensoleillements qu'il a vers le sommet, va montrer qu'il y a quand même toute une face qui reste encore à l'ombre. Et donc, on observe l'état de la neige, l'arrivée du soleil, les protections naturelles, le vent, le sol. On teste pente et contre-pente. On va explorer les petits ballons, pente proche de l'itinéraire. On essaye d'explorer tout en progressant, en montant. On en a pour 5 heures. Et ensuite, on va, dans la tête, modéliser tout ceci. Je reviens donc sur les schémas que l'on a vus au début. On ne va pas reprendre. Et là, on va avoir à créer notre carte mentale. Et cette carte mentale va représenter en quelques couleurs différentes plages d'altitude. Et on va revoir, par exemple, à 6 heures, le soleil éclairé de ce côté. À 8 heures, c'est la ligne noire. À 9 heures,
c'était ceci. Et à 10 heures, c'était sur l'autre versant. Et quand on va descendre, eh bien, il va falloir définir quels sont avec les lettres qui sont là, c'est une façon de mémoriser pour expliquer, mais on va dire dans quelle zone on va avoir à skier. Et en fonction de la météo, eh bien, on va pouvoir définir notre descente avec des pentes inférieures à 30 degrés, supérieures à 30 degrés, et dans quelle tranche horaire on va pouvoir trouver la neige adéquate. Et voilà ce qui va se passer dans la tête du skieur qui va ouvrir la descente, où souvent ce sont les skis qui vont décider pour lui, ils sentent au centimètre près, on passe des fois à 20 centimètres près d'une pierre. Celui qui passe trop près tombe dans un trou, celui qui passe trop loin va avoir une neige croûtée, parce que la roche rayonne du soleil, et il faut sentir toutes ces couleurs qui vont permettre de skier exactement au bon endroit. Voilà l'itinéraire de descente, et c'est ainsi que va se terminer cette vidéo.